Parce que une bonne partie du travail que je faisais consistait à essayer de prévoir les conséquences de certaines, du développement de certaines technologies, les nanotechnologies, les OGM, en fait tout l'ensemble des biotechnologies aussi. Il y a des aspects extrêmement importants sur le plan social, sur le plan éthique, donc il fallait tenir compte. Il ne s'agissait pas uniquement de développer des industries, on se comprend. Bon. Donc, je ne sais pas si les politiciens eux-mêmes peuvent être des friands de science-fiction, mais il y a entre la science-fiction et le monde peut-être de ceux qui produisent les biens, de ceux qui produisent les réalisations que financent nos politiciens, il y a quand même une assez forte inspiration qui passe. Je donnerai un seul exemple, la robotique, qui est quand même un secteur industriel en pleine expansion dans une foule de domaines. Elle est entièrement générée par la science-fiction depuis Karel Čapek. C'est essentiellement la science-fiction qui a créé la robotique, qui a créé non seulement l'élan pour la création de la robotique, mais également l'ensemble de ses préoccupations. Vous savez, il y a une firme coréenne qui est en train de développer des algorithmes basés sur les 3 lois d'Asimov pour faire en sorte que les robots ne nuisent pas aux êtres humains. Bon. Et ça, c'est tout à fait juste, hein, c'est que les 3 lois de la robotique d'Asimov sont utilisées systématiquement dans le monde de la recherche en intelligence artificielle et en robotique. Je me souviens d'une discussion avec un roboticien qui s'appelait Paul Bourgine, qui lui pratiquait le principe de plaisir, essayait d'appliquer le principe de plaisir à ses robots jardiniers, en fait. Et il citait les 3 lois de la robotique, hein, comme tous ces roboticiens. De la même façon d'ailleurs que le terme de cyberspace, hein, on sait, c'est quelque chose qui est très connu en fait, hein, le cyberespace, c'est William Gibson en 1984 qui l'a inventé avant que d'autres personnages, des scientifiques, des gens de technologie s'en emparent. Voilà, et juste pour rappeler, Karel Čapek, c'est 1921, une pièce qui s'appelle Roar, voilà, donc Room Universal Robot, qui effectivement invente le terme robot venant de robota, du tchèque robota, qui veut dire travail forcé. La question était simple après ton intervention sur la robotique. Est-ce qu'on vit un présent de science-fiction? Est-ce qu'il y a certains auteurs qui ont plus ou moins prévu, ont tenté de prévenir un avenir et qui ne se sont pas forcément plantés? Ça s'appelle l'exploration spatiale. De fait, l'auteur de science-fiction ne cherche jamais à prédire, c'est ce que disait Pierre à juste titre. Bon, après, quand on est suffisamment parano, suffisamment fou, et qu'on imagine des tas de choses, un peu comme Philippe Cadic, on tombe sur des tas de réalités qui vont advenir. Hein, le Vitphone, par exemple, dont parle Philippe Cadic, c'est nos tablettes tactiles. Bon, c'est quasiment ça. Dans Docteur Futur, il imagine une sorte de spray pour guérir des tas de choses. Ça existe. Voilà, bon. Mais en même temps, j'ai tendance à dire que c'est presque un hasard et que c'est pas ce qui fait la beauté de Philippe Cadic. C'est-à-dire que c'est pas là qui est le cœur de ce qui perdure. Il invente la réalité virtuelle, d'une certaine manière, à la fois dans les moutons reptiles, les androïdes reptiles de moutons électriques. Il invente un système proche de la réalité virtuelle, et dans Le Dieu venu du Centaure, en 1964, il imagine que des martiens, des gens sur Mars prennent de la drogue, qui s'appelle le caprice ou le délice, et puis ils s'allongent et ils vivent ensemble dans l'univers de Poupée Patte, qui est un univers en fait de réalité virtuelle, et lui il a fait la conjonction entre ces belles filles qui jouaient à des poupées Barbie. Il trouvait ça absolument terrifiant. Il voyait qu'elles étaient la poupée Barbie elle-même, et puis comme il est assez fasciné par les drogues, il met en scène les deux pour imaginer en fait ce qui va devenir la réalité virtuelle. Et il imagine réellement un monde de réalité virtuelle. Mais à la limite, est-ce bien important? Dans des tas de nouvelles de Dick, il imagine, et en fait il se met dans le mental de l'autre. C'est-à-dire, c'est avant toute chose de l'empathie. Et d'imaginer que quelqu'un pourrait être dans le mental de quelqu'un d'autre, donc dans un monde de jeux vidéo. Il n'utilise pas le mot jeu vidéo, mais il anticipe justement parce qu'il se plante. C'est parce qu'il se plante, c'est parce qu'il imagine un tas de folies, qu'il anticipe sur le fond, parce que tout se réinvente sans cesse, alors qu'à la lettre, bien évidemment, personne non seulement n'a prédit ce qui va être, Internet très peu l'ont prédit,
Certains disent que John Brunner, en 1977, dans 75, dans Sur l'onde de choc, il a anticipé l'informatique, l'Internet et les logiques de piratage et de hacking. Bon, mais c'est une fois sur je ne sais pas combien, et c'est jamais exactement ça. C'est presque par hasard, et ce qui importe, c'est vraiment le fond, ce qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça que ça tombe juste. Plus on est imaginaire, je dirais même plus on est fantasque et fantastique, plus on est capable de prévoir et d'anticiper le pire comme le plus fou, et plus potentiellement on peut à la fois se tromper et ne pas se tromper, parce que l'essence va être là si on a un peu de talent et d'imagination.